Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. Merci. On est ravis avec Planète Urgence de partager ce deuxième live avec vous, suite à celui que nous avions fait avec un zoom sur l'un de nos projets au Cameroun, avec mes collègues Amandine et René. Moi, je suis Valentin Hervouette, coordonnateur du programme Environnement et Développement de Planète Urgence. Et je vais vous parler aujourd'hui avec mon collègue Thierry Rabenandro, qui est responsable de nos projets environnement et développement à Madagascar. Alors, vos micros et vos vidéos sont normalement coupés, mais on peut vous voir sur le chat. Et on va regarder au fur et à mesure vos petits commentaires et n'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'à la suite de la présentation, on puisse essayer de prendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour y répondre, sachant qu'on va essayer globalement de tenir à peu près dans 45 minutes. Alors aujourd'hui, c'est le 5 mai, et en plus d'être le 5 mai, c'est le Giving Tuesday. Giving Tuesday, c'est un mouvement international qui a été initié par un réseau de leaders, de partenaires, de communautés, de généreux donateurs, dont le but est de sensibiliser à l'importance de la générosité, de l'engagement citoyen, de la philanthropie, que ce soit pour appuyer des communautés, des organisations à but non lucratif un peu partout dans le monde. Normalement, le Giving Tuesday, c'est le 1er décembre, mais ils ont rajouté un jour exceptionnel aujourd'hui, notamment dans le contexte international de la pandémie du Covid-19. Alors, je vais commencer par une présentation un petit peu rapide de Planète Urgence, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. Je vais enchaîner avec un petit point d'actualité pour vous donner quelques mots sur le lien entre déforestation et pandémie, ce qui se prête particulièrement à l'actualité internationale actuelle. Et mon collègue Thierry enchaînera avec une présentation de notre projet Tapia à Madagascar. Et enfin, on terminera avec un échange. Alors, Planète Urgence, c'est une organisation de solidarité internationale qui a le statut d'association, qui a été créée en 2000 et reconnue d'utilité publique en 2009. Notre mantra, notre slogan, c'est de renforcer les femmes et les hommes pour une planète plus solidaire et plus durable. Vous voyez donc qu'on a à cœur de placer toujours l'humain au cœur de la solution, qu'elle soit purement environnementale, liée à la préservation des forêts, ou bien liée à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable qu'on essaye de toucher, que ce soit à travers notre programme environnement et développement, que je connais le mieux, mais aussi à travers tous nos programmes de volontariat, que ce soit congés solidaires, missions solidaires, VSI, service civique. On est dans un contexte international qui nous pousse particulièrement à agir pour le domaine que je connais mieux, que sont les questions environnement et développement. Le changement climatique d'abord. Vous savez peut-être que les Nations Unies se sont engagées dans le cadre de l'accord de Paris à limiter le réchauffement à plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, voire idéalement 1,5 degré si c'est possible. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à peu près à plus 1, plus 1,1, voire plus 1,2 par rapport à cette ère pré-industrielle. Mais on voit que cette petite différence entre plus 1,5 et plus 2, ce petit demi-degré, il implique énormément de choses. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque demi-degré comptera qu'on parvienne à rester sous les 2 degrés ou qu'on n'y parvienne pas. La différence entre ces deux seuils, c'est par exemple 590 millions de personnes en plus exposées au stress hydrique. C'est 30 à 80 millions de gens qui subiraient des inondations côtières. C'est entre 300 et 400 millions de personnes qui devraient faire face à des rendements agricoles en baisse. Et du point de vue de la biodiversité, ça voudrait dire 2 fois plus d'insectes, de plantes, d'animaux qui perdraient 50% de leur aire naturelle, d'après le rapport spécial du GIEC qui était sorti en 2018 sur le sujet. On vit sur une planète aussi qui perd de l'ordre de 12 millions d'hectares de forêts tropicales par an. En tout cas, ça c'était le chiffre de 2018, parce qu'on voit que dès 2019-2020, sur seulement 8 mois, rien qu'en Australie, on a perdu à peu près le même chiffre en termes de millions d'hectares. Donc on voit bien qu'on est parti pour exploser ce triste record. Cette déforestation mondiale, elle est due à un certain nombre de facteurs, mais on sait depuis un certain temps que le principal est l'agriculture, à hauteur d'à peu près 80% selon la FAO. Alors, nos missions, dans ce contexte, on a essayé de les répartir en 3 grands objectifs. D'une part, sensibiliser à l'environnement, renforcer un certain nombre de capacités,
formés en la matière. D'autre part, protéger les forêts et leur biodiversité en danger. Et puis enfin, promouvoir le développement local des communautés, sachant que ces trois grands objectifs sont évidemment interdépendants et qu'on essaye de les aborder à la fois à travers notre programme et nos projets environnement et développement, mais aussi à travers tous nos programmes de volontariat. Ce faisant, on essaye de répondre à plusieurs objectifs de développement durable, les ODD, qui ont été adoptés par les Nations Unies en 2015, mais les principaux, si on devait les résumer, ce serait l'ODD 1 sur la réduction de la pauvreté, l'ODD 13 sur l'action climatique, le 15 qui concerne la préservation de la vie terrestre. On travaille aussi en partie sur la préservation de la vie aquatique sur certaines initiatives. Et puis le 17 qui consiste à développer des partenariats pour atteindre ces mêmes objectifs de développement durable. Quelques mots sur un sujet dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse ces derniers temps, qui est ce lien entre un certain nombre de pandémies mondiales donc, et notre impact sur les écosystèmes, notamment à travers la déforestation. Si je ne prends que l'exemple du paludisme, qui est une maladie qui fait à peu près de l'ordre de 800 000 morts par an, essentiellement en Afrique subsaharienne, on sait depuis un certain temps, et ça a été démontré dans une étude récente de cette année, qu'à peu près 20% du risque de propagation du paludisme dans les zones de déforestation serait dû au commerce international de plusieurs commodités, telles que le cacao, le café, le tabac, le coton. Si on prend ensuite l'exemple de trois pandémies virales relativement récentes et assez connues, on trouve aussi des liens de même nature. Pour ce qui est de l'épidémie du sida, on sait qu'elle a pour origine une transmission entre l'animal et l'humain, très probablement en Afrique centrale et liée à la chasse de grands singes. Et ce qui a déclenché l'épidémie, ça a été la combinaison avec un certain nombre d'autres facteurs, tels que l'urbanisation massive, la circulation humaine. On sait que la première épidémie a été déclenchée dans la ville de Kinshasa, dans un contexte de très forte urbanisation à l'époque. Et puis, ça s'est cumulé avec un certain nombre d'autres facteurs, tels que la paupérisation, etc. Pour le virus Ebola, dont vous avez probablement entendu parler il y a quelques années, la transmission a pour origine également le plus souvent un contact entre l'animal et l'humain, là encore lié à la chasse de grands singes. Et puis pour l'épidémie dont on entend beaucoup parler actuellement, le Covid-19, on sait que la transmission a pu, c'est pour ça que j'utilise le mot probable, avoir pour origine un marché d'animaux sauvages en Chine. On ne sait pas exactement encore si le réservoir naturel était dans des chauves-souris qui l'ont transmis à des pangolins, puis du pangolin à l'homme. Toujours est-il que c'est une des hypothèses principales qui est envisagée. Et quand on parle de pangolin, on parle d'une espèce dont plusieurs sous-espèces sont classées en danger critique d'extinction. C'est pourquoi, en fait, il faut bien avoir en tête que ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire ces maladies qui sont transmises de l'animal à l'humain, elles ont toujours existé sous différentes formes et elles n'ont pas créé systématiquement une catastrophe d'ampleur internationale comme celle qu'on est en train de connaître actuellement. Ce qu'on sait, c'est que c'est la combinaison de tous ces facteurs qui peut déclencher ça. Alors, je vous ai parlé de la déforestation, ça a pour conséquence la fragmentation des habitats naturels. Et qui dit fragmentation des habitats naturels dit concentration dans certaines zones de certaines espèces de faune, mais aussi augmentation des contacts entre l'animal et l'humain, augmentation parfois aussi des conflits animal-humain, notamment avec les grands mammifères. Et tout ça contribue à fragiliser la biodiversité. Un autre facteur que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'urbanisation massive. On vit sur une planète où à peu près 50% de la population est urbaine aujourd'hui. On pourrait passer à 70 d'ici 2050. Et qui dit urbanisation massive dit empiètement supplémentaire sur les espaces naturels, mais aussi élevage, notamment élevage très intensif. Et plus un élevage est intensif, plus on risque aussi de se confronter à des agents pathogènes qui peuvent circuler entre les animaux d'élevage et des animaux d'élevage vers les humains. Et puis enfin, un point très important, qui est démontré actuellement par la crise du Covid-19, c'est la non-résilience de notre modèle économique mondialisé dans sa forme actuelle. On se rend compte de manière criante que nos chaînes logistiques sont trop longues, elles sont trop complexes, probablement trop internationales. Nous avons une dépendance trop importante à l'aviation, dépendance trop importante aussi aux énergies carbonées, aux énergies fossiles, que ce soit pour l'aviation, mais aussi pour d'autres modes de transport. Et puis, on a une équation économique qui, depuis très longtemps, n'a pas ou pas suffisamment intégré le paramètre ressources naturelles.
Voilà, je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Thierry qui va vous emmener en immersion à Madagascar sur notre projet Tapia. Et puis je vous retrouverai après pour quelques questions-réponses. Thierry, je suis le responsable des projets environnement et développement de Planète Urgence ici à Madagascar. Avant de commencer la présentation du projet, je vous invite à visualiser ensemble avec nous une interview d'un des actrices clés du projet TAPI, qui est également un bénéficiaire du projet. Sasany dia Razafy Maro Emilienne no anarako, mila ny fahalalan'ny be sy maro ahy. Sasany dia ato am-pikambana avy eo Imeva Antsapamaso. Ny andraikitra saniko izany dia mamokatra atody na lampy be ho amparitaka amin'ny faritra maromaro eto amin'ny fokontany Namby. Dia izaho koa izany miandraikitra kazy dia nivadika koa izany miaraka amin'ny Planète Urgence no projet misy anay dia manao zanak'hazo zahay. Elle est la personne qui est en charge de la gestion de la maison de ponte. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une maison de ponte. Sinon, par rapport à Madagascar, donc là où on intervient, on est renommé par notre biodiversité qui est exceptionnelle. On dit que 80% des faunes et flores de Madagascar sont endémiques. Et le tapis, la forêt sur laquelle nous on intervient, on fait partie. Madagascar, comme tout pays d'Afrique, je pense, est constitué en majorité de populations rurales. Et ces gens-là vivent essentiellement de l'agriculture. Si on se base avec la classification de la Banque mondiale, on dirait que 90% des personnes qui vivent dans le milieu rural ici à Madagascar sont extrêmement pauvres. Mais au niveau de Madagascar, dans sa globalité, c'est environ 76% des Malgaches qui sont extrêmement pauvres, qui vivent en dessous du seuil de $2 par jour. Désolé. Donc Madagascar, avec cette partie de l'agriculture qui est importante dans notre moyen de vie, donc, est très dépendant de l'exploitation forestière. C'est pour ça qu'à Madagascar, on peut recenser jusqu'à en moyenne 36 000 hectares de forêt défrichés chaque année. Ça, c'est une moyenne, mais après, il y a beaucoup d'évolutions entre une année à une autre. C'est pour cette raison que le gouvernement malgache a pris comme objectif de plantation chaque année 40 000 hectares. Le projet dont on va vous expliquer tout au long de ce webinaire s'appelle le projet TAPI. TAPI, en fait, c'est un arbre. C'est un arbre endémique de Madagascar. On le trouve dans 4 régions ici à Madagascar, sur Imam, à Arivumam, et dans 3 autres régions qui se trouvent un peu au sud d'Arivumam. Et en fait, l'importance de TAPI, en fait, c'est que les populations rurales en vivent pendant la période de soudure. J'entends par période de soudure la période entre la récolte, la fin de l'épuisement des stocks de riz au niveau des ménages ruraux et la prochaine récolte du riz. Pendant cette période, donc entre septembre et mars, les gens surtout les ménages ruraux, ont du mal à avoir assez à manger pendant cette période. Et les forêts de tapis fournissent les graines qui sont collectées et qui sont vendues. Avec le maire d'Arivumam 2, on a essayé d'estimer la quantité collectée chaque année par les membres des VOI. Les VOI, c'est les communautés de base, c'est les personnes à laquelle l'État malagasy a confié la gestion des forêts de tapis. Donc, avec le maire d'Arivumam 2, on a pu estimer autour de 50 millions d'ariars les recettes que les gens peuvent avoir avec la collecte des graines de tapis. Et en même temps, dans l'intérieur des forêts de tapis, on peut également collecter beaucoup de champignons. Il y a 7 variétés de champignons comestibles
Et ces champignons-là constituent des protéines low cost pour les producteurs. Ils les mangent et ils les revendent. Il y a également les chrysalides. Les chrysalides, ce sont les larves de verrason, on va regarder là tout à l'heure. Et ils les mangent comme les champignons et ils les revendent ici dans la capitale. Donc, la forêt de tapis est vraiment essentielle pour les populations rurales, surtout les ménages qu'on qualifierait de vulnérables. Or, cette forêt-là est en danger. Quand on dit en danger, c'est qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord la déforestation, comme on a dit tout à l'heure au début, pour collecter du bois de chauffe ou pour en faire du charbon. Il y a la surcollecte de chrysalides. En fait, les gens collectent les chrysalides, comme j'ai dit là tout à l'heure, pour les manger. Et comme ils en collectent tellement, la quantité de fer à soie dans la forêt a beaucoup régressé. Il y a une vingtaine d'années, on a estimé sur arrivement autour de 20 kilos à l'hectare la quantité de cocon qu'on peut collecter. Et il y a deux ans, on a refait des sondages et on a obtenu un chiffre de 200 grammes. C'est pour dire que vraiment la quantité de fer à soie a régressé, a été divisée par 100. L'espèce est vraiment menacée. Et en fait, cette situation menace les moyens d'existence des ménages ruraux. Le projet TAPI, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qu'on mène avec l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées, les communes, et on travaille en étroite collaboration avec la Fédération des VEI. Les VEI, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les communautés de base, c'est les personnes qui vivent à côté des forêts de tapis et qui sont responsables de la gestion de ces forêts-là. Ils l'exploitent et ils les gèrent. Et dans le cadre du projet tapis, donc, on appuie les membres de VOI à planter des arbres, mais également à protéger les forêts de tapis et à développer des activités génératrices de revenus afin que ces personnes-là dépendent moins de l'exploitation des forêts de tapis. Et en même temps, on essaie de planter des arbres qu'on qualifierait de bois énergie qui permettraient de réduire la pression sur les forêts de tapis. Le Planète Urgence a commencé à intervenir dans la région ITAS à partir de 2010, mais entre 2010 et 2017, c'était des projets ponctuels qu'on a mis en œuvre, mais à partir de 2018 et 2019, on a commencé avec le cantonnement forestier d'Arivoumam de mettre en place une base d'un projet qui permettrait d'une part de protéger les forêts, mais d'impulser également le développement local. Donc, ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui, c'est la réalisation du projet TAPI de l'année dernière, 2019. Quand je dis 2019, en fait, toutes les activités de préparation, la mise en place sur pépinière, la production de jeunes plants, ça se fait pendant l'année 2019, mais la transplantation sur les terrains de culture, ça commence en décembre, janvier, ça finit en février. Donc, comme a dit Valentin tout à l'heure, le projet TAPI contribue à l'atteinte des ODD, mais on essaie également d'appuyer l'administration et l'État malagasy à atteindre ces objectifs, en l'occurrence les 40 000 hectares que j'ai annoncés là au début. Donc, parmi les ODD, ici sur Madagascar, nous, on intervient directement par rapport aux ODD 1, 13 et 15 que Valentin a expliqué là tout au début. Concernant les réalisations de l'année dernière, donc, on a, avec les membres des VOI, dans le district d'Arivoumam, c'est peut-être j'aurais dû peut-être commencer par là. En fait, la région ITAS est constituée de 3 districts. Il y a le district de Soavinandjina, il y a le district d'Arivoumam et le district de Miarnariv. Dans le premier district, il n'y a pas de forêt de tapis, mais dans les 2 districts, il y a les forêts de tapis. Et nous,
on intervient dans un des districts, dans une commune de district d'Arivouma, et on collabore avec les 19 VOI qui sont en charge de la gestion des forêts sur Arivouma 2. Donc, avec eux, on a planté 20 000 tapis qui correspondent à environ 9 hectares de forêt. En fait, quand on dit on plante 9 hectares de forêt, ce n'est pas qu'on plante seulement les 9 hectares, mais les 9 hectares correspondent à des parties dénudées à l'intérieur des forêts de tapis. Donc, quand on met en place les 9 hectares de nouvelles plantations de tapis, on dit plutôt enrichissement, en même temps, on appuie les membres des VOI à protéger des surfaces plus vastes, plus étendues. Donc, en plus de la mise en place de ces plans de tapis, on a également appuyé la plantation d'arbres à vocation bois-énergie, justement pour réduire la pression sur les forêts de tapis. Donc, l'année dernière, on a planté 190 000 bois à essence énergie, eucalyptus essentiellement, plus acacia, mais on a également appuyé les membres des VOI à planter 7000 arbres fruitiers, plus quelques pieds de papayer. En fait, la différence entre ces deux essences, c'est que le bois énergie, pour le bois énergie, l'exploitation commence à partir de la 7e ou 8e année. Donc, les gens coupent l'eucalyptus, par exemple, et après 3 à 4 ans, il y a le rejet qui pousse et eux, ils peuvent à nouveau réexploiter le bois et ainsi de suite. Mais avec les arbres fruitiers, les orangers, par exemple, ils plantent aujourd'hui et avec les variétés qu'on a distribuées, à partir de la 3e année, ils peuvent déjà récolter. Et cette quantité récoltée, en fait, ça augmente pendant une période et quand ça atteint le pic, ça reste stable et ensuite ça régresse. Donc, par rapport au bois énergie, les fruitiers permettraient d'assurer une stabilité dans le revenu des membres de VOI. Donc, si on estime la superficie qui a été mise en valeur avec les bois énergie et les fruitiers, ça tourne autour de 132 hectares pour l'année dernière. Outre la plantation d'arbres, comme j'ai dit au départ, donc on essaie de préserver le ver à soie sauvage. Là, vous voyez dans le slide, là, le cycle de développement du ver à soie sauvage. En fait, on vous montre ce cycle pour vous permettre de mieux comprendre le projet. L'adulte a une durée de vie très courte, moins de 10 jours. Juste après, un jour après l'éclosion, la femelle pond jusqu'à 200-250 œufs. Ensuite, après l'éclosion, on a 5 stades larvaires. Et c'est après à la fin du 5e stade larvaire que se forme le cocon pour que le chrysalide se protège avant l'éclosion. Donc, pendant le stade 1 au stade 5, les larves sont vraiment menacées par toutes sortes de prédateurs comme les oiseaux ou divers insectes. Et comme j'ai dit tout au début, la chrysalide également est, entre guillemets, menacée parce que comme les gens n'ont pas assez à manger, ils ont tendance à récolter autant de chrysalides que possible. Ce qui est bizarre en fait avec le ver à soie, c'est que la chrysalide femelle, elle est plus grosse que la chrysalide mâle. Or, naturellement, le papillon, elle pond des œufs qui vont donner plus de mâles que de femelles. Donc, quand les gens ils vont récolter les chrysalides plus grosses, donc les femelles, le risque d'extinction de l'espèce est vraiment important. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport au ver à soie? Avec les membres de VOI, on essaie d'augmenter la densité de la population de ver à soie à l'intérieur des forêts de tapis. On a essayé de mettre en place ce que nous, on appelle zone de lâcher. En fait, la superficie varie d'un VOI à un autre,
mais ça tourne autour de 5 hectares. Au niveau de ces 5 hectares, donc, on interdit la collecte de chrysalides, de cocons ou de coques et pendant 3 à 4 ans pour permettre justement à la population de se développer. Donc, pour l'année dernière, on a mis en place des 25 cages d'élevage. L'itinéraire est comme suit. On prend les papillons. Il y a une personne, en l'occurrence la dame que vous avez vue dans le petit interview tout au début, elle collecte les femelles, les papillons femelles, et ensuite elle les pose juste par exemple, il y a, vous voyez là dans le slide, une petite maisonnette, et juste à côté il y a un arbre. Donc elle prend la femelle, en fait elle va en prendre beaucoup, elle va mettre sur un arbre à côté, et ensuite on va laisser la femelle là, il y a les mâles qui vont venir la féconder. Ensuite, on récupère la femelle et on la met dans des cuvettes qu'on va recouvrir d'un tissu fin. Ce que vous voyez là en bas, en fait, quand la femelle, elle va pondre, si on ne met pas le tissu fin, elle va pondre à l'intérieur de la cuvette et ça va être difficile de récupérer les œufs. Mais quand on utilise le tissu, donc, il y a les œufs qui sont là. Donc, la dame là, avec notre équipe, elle va compter les œufs et on va mettre 5000 œufs par cage. Et dans la cage, en fait, c'est des cages grillagées qui permet l'aération de l'espace d'élevage de ver à soie, mais qui limite l'entrée des prédateurs, comme j'ai dit là tout au début. Donc, à l'intérieur des cages, donc, il y a des 3 à 4 plans de tapis qu'on recouvre avec la cage. Et pour l'année dernière, donc, on a mis en place 27 cages. Cela a permis le lâcher de 107 000 larves. Juste pour information, comme j'ai dit là tout au début, une femelle pond jusqu'à 200-250 œufs juste un jour après la fécondation. Mais après, donc, la quantité diminue énormément et nous, on s'intéresse surtout sur la première ponte. Mais après, entre le stade larvaire et le stade adulte, la proportion peut baisser énormément. Comme vous voyez là dans le slide, on a 40 000 adultes avec les 107 000 larves. C'est pour dire que c'est vraiment important de préserver, de mettre toutes les conditions possibles pour que les larves puissent atteindre le stade adulte. En plus de la plantation d'arbres et de la mise en place des cages d'élevage, on a essayé, en plus de la plantation d'arbres fruitiers, de doter aux apiculteurs, aux membres des VOI, des ruches peuplées. En fait, l'idée, c'est d'une part, de relancer la filière sur la rive Mam parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait une épidémie de varoise. Varoise, c'est une maladie et qui a décimé la totalité des abeilles dans la région d'Arivoumam. Donc, nous, on a essayé d'introduire des ruches peuplées pour relancer, comme j'ai dit tout à l'heure, relancer la filière, mais également, l'avantage de l'apiculture, c'est que quand les gens ont des colonies d'abeilles, eux, ils ont intérêt à protéger le boisement tout autour parce que c'est l'alimentation de la colonie. Donc, l'année dernière, on a introduit 32 ruches peuplées sur un objectif de 80. En fait, on avait prévu initialement d'introduire 80 ruches, en plus des 18 ruches qu'on a introduites l'année d'avant. Mais quand on a visité les membres des VOI qui se sont portés volontaires après sélection pour commencer l'apiculture, on s'est aperçu qu'il n'y a pas suffisamment de fleurs tout autour de leur zone d'habitation. Donc, on a limité le nombre de ruches qu'on a introduit. Il faut aussi dire que le tapis n'est pas vraiment une plante mellifère. Les abeilles butinent les fleurs de tapis, mais eux, ils préfèrent plus les fleurs d'eucalyptus ou des arbres fruitiers que les fleurs de tapis.
Dans le cadre de projet de tapis, comme j'ai dit tout au début, on a essayé avec l'administration forestière de mettre une base pour un projet à plus long terme. On a essayé avec les 5 FOUCTAN. FOUCTAN, c'est une délimitation administrative en dessous des communes. On a essayé d'appuyer les membres, ces 5 FOUCTAN, à élaborer des schémas d'aménagement. Quel est l'intérêt des schémas d'aménagement? En fait, les schémas d'aménagement permettent d'harmoniser toute activité d'exploitation à l'intérieur des zones limitées par le schéma d'aménagement. Les membres de VOI peuvent, en fait, quand j'ai tendance à dire membres de VOI tout le temps, en fait, les membres de VOI dans les zones aux alentours des forêts de tapis, ça correspond à l'ensemble de la population. Donc, les membres de VOI délimitent d'eux-mêmes les zones qu'eux, ils vont garder pour les forêts de tapis, pour les plantations d'arbres à vocation bois-énergie, pour les arbres fruitiers, pour les cultures annuelles, les cultures vivrières, pour les cultures cerisières, pour les zones de pâturage. Et c'est ces définitions-là que nous, on met sur carte et on fait une projection sur comment eux, ils peuvent arriver à une mise en valeur en totalité de leur FOUCTAN. L'idée, en fait, ce n'est pas seulement de faire ces délimitations-là, mais vraiment d'harmoniser toute activité de production agricole pour justement impulser le développement au niveau local. Il faut aussi dire qu'au niveau de l'administration malagasy, le schéma d'aménagement est entre guillemets obligatoire pour les régions, pour les communes, mais pratiquement, il y a encore peu de communes qui en ont. Donc, si on résume un peu ce que nous, on a fait en 2019, donc, on a appuyé 368 reboiseurs, membres de 21 VOI, à planter 220 000 arbres et à mettre en place 30 de ruches peuplées en plus des 18 qu'on avait installées l'année d'avant. Et on a également appuyé l'élaboration de 5 schémas d'aménagement. Ces schémas d'aménagement sont validés par le cantonnement forestier et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que les populations locales. Là, actuellement, on est en phase de planification de la mise en œuvre. Et parallèlement à ça, donc, on a également appuyé la mise en place de 27 cages d'élevage de ver à soie. J'ai oublié de dire tout à l'heure que par rapport justement au développement de tapis, on a appuyé la mise en place d'un organe avec le district d'Arivumamu, l'administration forestière, la gendarmerie nationale, la police nationale, la fédération des VOI et les communes à mettre en place une structure pour éliminer les espèces envahissantes. Là, vous verrez là tout à l'heure ce que j'entends par espèces envahissantes. En fait, là c'est le perspective pour 2020-2022. Mais je vais essayer de vous expliquer, quand je parle d'espèces envahissantes, vous verrez sur le slide là une photo avec à gauche une plantation plus verte et à droite plus sombre. En fait, les tapis correspondent à ces arbres plus courtes et plus sombres. Et à gauche, donc, on a le pin. Si rien n'est fait, dans 15 ou 20 ans, la partie à droite va être pareille que la partie à gauche. C'est-à-dire que le pin, il va coloniser l'espace et on va perdre tout ce que j'ai énoncé là tout au début, les graines de tapis, les champignons, les vers à soie sauvages, les cocons. Donc, il est vraiment important d'éliminer les pins qui se trouvent à l'intérieur des forêts de tapis. Mais le problème, en fait, c'est que les graines de pin sont emportées par le vent. Donc, même s'il y a des plantations de pin qui se trouvent à plusieurs mètres des forêts de tapis, il y a toujours un risque qu'il y a des repousses de pin parce que les graines sont emportées par le vent, justement.
Donc, pour les années à venir, donc, on prévoit de ne pas se limiter à seulement la commune d'Arivoumam, mais d'intervenir dans le deuxième district où il y a les forêts de tapis. Donc, on va commencer par une commune dans le district de Miarmarif 2 et on va également renforcer l'éducation environnementale. En fait, les populations rurales, eux, ils savent déjà qu'il y a un problème avec l'environnement, il y a un dérèglement. Par exemple, au départ, il y a 5 ou 10 ans, les gens commencent à repiquer sur rizière à partir du mois de septembre. Là, actuellement, ils doivent attendre le mois de décembre pour pouvoir commencer à repiquer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour irriguer les rizières. Donc, quelque part, ils sont déjà conscients qu'il y a un problème qui fait que ça affecte leur vie. Mais ce que nous, on prévoit de faire, c'est renforcer les bases. Pourquoi il y a ce dérèglement et comment eux, ils peuvent s'adapter ou comment eux, ils peuvent atténuer un peu l'effet de ce changement climatique. Le second point que nous, on pense faire dans le cadre des projets à venir, c'est mettre à jour les données sur les forêts de tapis. À Madagascar, on dit qu'il y a 319 ou 320 000 hectares de forêts de tapis, mais ce chiffre-là date d'il y a une vingtaine d'années et avec le défrichement depuis ces dernières décennies, donc ces chiffres ne sont plus à jour. Donc, nous, on prévoit de faire des enquêtes pour estimer la superficie exacte de tapis qui reste, quelles sont les principales contraintes et comment on peut s'appuyer sur les structures existantes pour préserver ces ressources qui sont, comme j'ai dit tout au début, importantes pour la population rurale, surtout les couches vulnérables. Et comme Planète Urgence travaille sur la plantation d'arbres, donc on va continuer la plantation aussi bien de forêts de tapis, mais également de bois énergie et d'arbres fruitiers. Et parallèlement, donc, on va essayer de faire des sensibilisations, non pas seulement au niveau des zones d'intervention, mais vraiment au niveau régional sur le challenge d'éliminer les pins. Quelque part, ça dérange les gens de dire qu'on va couper les pins, mais si on regarde l'écosystème des forêts de tapis, il est clair que le pin conduit à un déséquilibre qui risque à un remplacement des tapis par le pin. Le pin en soi n'est pas mauvais, mais le fait que le pin se trouve à l'intérieur des forêts de tapis, c'est pas bon. Et quand j'ai dit tout au début qu'on plante des arbres à vocation bois énergie, ces plantations-là, on les met bien éloignées des forêts de tapis. Quand on plante les eucalyptus, par exemple, ce n'est pas à l'intérieur des forêts de tapis, mais vraiment à l'extérieur. Et on va continuer également le renforcement de tout ce qui est repeuplement de vers à soie et de développement de petit élevage, en l'occurrence l'apiculture, en plus de l'apiculture. Pour conclure, donc, pour 2019, on avait un budget de 180 000 € et on a pu planter 220 000 arbres. Mais comme j'ai essayé d'expliquer depuis le début, avec l'euro que nous, on dispose, on ne fait pas que planter des arbres, on essaie également de générer des activités, de développer des activités génératrices de revenus et de mettre en place des structures qui permettraient d'assurer la continuité des actions qui sont initiées par les projets. Je vous remercie de votre attention. Donc, on passe aux questions-réponses. Merci beaucoup Thierry pour cette très riche présentation. On voit que c'est un projet qui est à la fois local, qui est intégré, qui cumule la restauration de couverts forestiers, la préservation de forêts, tout en veillant à la réponse aux besoins des communautés, le développement d'activités génératrices de revenus qui sont intimement liées à la préservation de cette forêt de tapis, et le travail en bonne intelligence avec les organisations communautaires et les autorités locales sur des questions d'aménagement de l'espace au niveau très local mais à long terme.
pour qu'on ait des stratégies durables de préservation de cette forêt et de développement des moyens d'existence des communautés avec lesquelles on travaille. J'en profite pour remercier nos mécènes, que ce soit tous nos donateurs individuels, toutes les entreprises qui nous soutiennent. Un certain nombre d'entre vous, je sais, sont présents avec nous. Je fais un clin d'œil notamment à la famille Goldstein parce que je sais qu'ils sont là et qu'ils nous soutiennent depuis très longtemps. Je peux citer aussi les entreprises Innovon et Connexing qui nous ont beaucoup aidés récemment, et puis aussi toutes les autres. On va prendre quelques questions-réponses maintenant. Je vais essayer peut-être de commencer et Thierry pourra compléter. Une première question. Alors, premier point déjà, au niveau de la prononciation en français, on a tendance à prononcer tapia, mais comme vous avez vu dans la présentation de Thierry, hein, la prononciation malgache, c'est tapi. Première question sur, j'ai vu deux questions qui étaient liées sur les objectifs des verres à soie et si le projet prévoit ou non de développer le commerce autour du verre à soie. Comme a pu le dire Thierry, il y a à la fois la consommation, la revente de graines, mais aussi la possibilité de tisser de la soie à partir des cocons des vers à soie sauvage. Ce ver à soie sauvage qui est un ver endémique par ailleurs de Madagascar et de cette forêt. Pour le moment, notre intervention s'est surtout focalisée sur le repeuplement des forêts de tapis à travers toutes les étapes que Thierry vous a décrites. Maintenant, pour ce qui est de la partie purement tissage de soie, c'est vrai que ce n'est pas encore quelque chose qu'on a abordé directement et qui est plutôt une préoccupation qu'on a pour les prochaines étapes du projet. Ce qu'on sait en tout cas, et je pourrais laisser Thierry compléter, c'est qu'on a actuellement de moins en moins, et presque plus de tisserands, en l'occurrence des tisserandes, qui tissent de la soie sauvage localement. À quoi ça peut servir? Ça peut permettre de faire un certain nombre de vêtements, des écharpes, des vêtements, des habits de fête, des linceuls, etc. Thierry, est-ce que tu veux compléter un peu? Oui. Merci. En fait, le fer à soie, c'est pas le fer à soie en soi que nous, on pourrait valoriser en tant que produit commercial. Mais comme l'a dit Valentin tout à l'heure, c'est la soie sauvage qu'on récupère avec le cocon vide, la coque. Donc, comme j'ai dit tout au début, donc la quantité de cocon vide, les coques qu'on peut récupérer à l'hectare a été divisé par 100 en l'espace de 15 ans. Donc, notre objectif actuel, c'est vraiment impulser le repeuplement de vers à soie à l'intérieur des forêts de tapis. Là, sur Arrivumam, effectivement, le nombre de tisserandes a beaucoup diminué. En fait, elles n'ont pas diminué, mais les autres se sont recyclés sur le nylon. Il y a seulement une dame qui travaille sur la soie sauvage, là actuellement sur Arrivumam. Elle travaille avec 150 kg de cocon par an et 90 kg de ces cocons-là, elle importe d'une autre zone en bas de Finanjan. Donc, c'est pour dire que l'objectif actuel, c'est vraiment faire en sorte que la matière première soit disponible sur place. C'est pour ça qu'on essaie de mettre en place autant que possible de zones de lâcher qui permettraient d'augmenter la quantité de coques disponibles pour la filature, le tissage. Juste pour information, 1 kg de cocon correspond en moyenne 5000 cocon vide de vers à soie. Et avec 1 kg de cocon, on peut avoir autour de 5 à 7 écharpes. Mais comme l'a dit Valentin tout à l'heure, nous, Malgaches, on utilise la soie sauvage essentiellement pour produire des linceuls. Et on utilise également pour avoir des habits de fête. Merci Thierry. Une autre question que je vais essayer de traiter globalement, c'est dans combien de temps la population locale peut avoir un bénéfice de ce projet et quand les populations verront des améliorations concrètes suite à ces actions. Là encore, je peux commencer. En fait, les impacts les plus immédiats qu'on peut avoir, ça peut être par exemple avec les pépiniéristes. On a vu par exemple sur l'an passé qu'un certain nombre des pépiniéristes avec lesquels on avait travaillé avaient pu doubler le revenu grâce à l'appui du projet. Mais évidemment, l'impact est tout au long de la chaîne, que ce soit avec les membres des VOI avec lesquels on travaille sur ces schémas d'aménagement
qui vont les aider à durabiliser la manière avec laquelle ils occupent l'espace, l'impact pour les apiculteurs qu'on a équipés et formés, et l'impact pour globalement toutes les populations qui dépendent de la récolte du verre à soie, ainsi que des autres produits forestiers non ligneux qu'on trouve dans la forêt de tapis. Thierry, tu veux peut-être compléter? Non, je pense que c'est bon, hein. S'il y a d'autres besoins de précision, je répondrai volontiers. Ok. Alors, on nous demande aussi que fait-on avec les graines et les fruits du tapis? Je pense que Thierry, tu en as touché un mot pendant la présentation, mais peut-être tu peux... On les mange. En fait, on les mange. En fait, il y a les gens les mangent directement sur la rive Mam, mais il y a une grosse quantité qui sont ramenées ici sur Tana, pas seulement sur Tana, sur Atirabé également. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a essayé avec le maire de rive Mam 2 de faire une estimation des quantités collectées chaque jour et pendant le... En fait, la récolte commence à la mi-septembre et s'arrête autour du mois de novembre. C'est comme j'ai essayé d'expliquer tout au début, c'est vraiment pendant la période où les gens c'est la période de soudure, quoi. La population locale n'ont pas assez à manger. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux la période de maturation des graines de tapis. En fait, la floraison, ça commence une année avant, mais la maturation, ça dure très longtemps et on a les graines mûres seulement pendant cette période-là. Alors, beaucoup de questions sont arrivées. On nous demande quelle est la réaction des communautés locales face à ce projet et est-il difficile de les convaincre d'adhérer? Est-ce que tu veux en toucher un mot, Thierry? Oui, merci. En fait, eux, ils sont, comme j'ai dit tout au début, l'État malagasy avec la loi GELOS, c'est une loi qui a été promulguée en 1996, quelque chose comme ça. La loi malagasy GELOS a permis le transfert de gestion des ressources naturelles, en l'occurrence la forêt de tapis, à la population qui se trouve près de ces ressources-là et qui les exploite. Donc, les gens ils sont vraiment intéressés par le projet parce qu'ils ont été désignés ou bien ils ont demandé à l'État d'avoir la gestion de la forêt, mais ils n'ont pas les moyens pour assurer la protection, la préservation de ces forêts-là. Moi, j'ai essayé d'expliquer là tout au début. Il y a les coupes pour avoir du bois de chauffe ou pour la production de charbon. Il y a la surcollecte de verre à soie, mais également d'autres gens qui essaient vraiment de s'accaparer les terres. Par exemple, eux, ils essaient de planter quelques pieds de pin à l'intérieur des forêts de tapis et au fur des années qui passent, ils coupent les pieds de tapis et après, il ne reste plus que les pins. Et ensuite, eux, ils vont demander l'immatriculation foncière de la parcelle, alors que les forêts de tapis, à la base, c'est un bien commun, ça doit profiter à l'ensemble de la population. Donc, face à ces personnes-là, les membres des VOI, la population locale, n'ont pas assez de poids pour se défendre, pour assurer ce rôle de préservation des ressources. Donc, ils sont vraiment demandeurs d'appui de projet parce que nous, on mobilise également l'administration forestière. Donc, eux, ils sont sur ces problèmes-là, eux, ils ont des lacunes, mais on s'est aperçu que les gens avec lesquels nous on travaille, ils ont quand même des lacunes techniques et organisationnelles. Donc, eux, jusqu'à maintenant, ils sont demandeurs d'appui. Merci Thierry. Justement, j'enchaîne avec une question qui a été posée sur le bois énergie. En fait, toute l'idée de ce projet, c'est que, à la fois en restaurant la forêt de tapis, mais également en plantant des arbres à vocation bois énergie qui ont aussi la qualité d'être mellifères, comme l'eucalyptus, on va essayer de donner plus de ressources pour répondre aux besoins des communautés en faisant en sorte que ça réduise la pression sur les forêts de tapis. C'est-à-dire que les personnes n'aillent pas taper dans la forêt de tapis pour s'alimenter en bois énergie.
Alors, le bois énergie, ça veut dire couper du bois pour fabriquer du charbon de bois ou utiliser le bois directement, soit pour se chauffer, soit pour la cuisson des aliments. Alors, on peut a priori se dire que ce n'est pas forcément très bien pour la forêt parce que c'est de la coupe de bois et puis c'est des émissions de carbone quand on le brûle. Mais en fait, il faut voir que cette ressource en biomasse, elle est capitale à Madagascar et notamment dans les bassins autour de la capitale parce que c'est la source d'énergie principale et de très loin des communautés et c'est très lié à leur sécurité alimentaire et nutritionnelle parce que c'est tout simplement leur capacité à se faire à manger. Ce n'est pas une forme d'approvisionnement énergétique qui va pouvoir être révolutionnée du jour au lendemain dans la situation de développement humain de Madagascar actuellement. Donc toute l'idée, c'est d'essayer de combiner cela avec des pratiques qui soient les plus durables possibles et qui fassent le moins de pression possible sur les forêts, en particulier les forêts endémiques, les forêts naturelles qu'on souhaite préserver au maximum. Donc tout l'enjeu, c'est de replanter suffisamment ces essences à vocation bois-énergie, de les gérer durablement, de faire en sorte que les pratiques de plantation soient les plus harmonisées et les plus vertueuses possibles. Et on a un rôle à jouer là-dedans en tant que Planète Urgence avec nos partenaires. Mais voilà à quoi sert l'idée de combiner ces plantations d'arbres à vocation bois-énergie de manière raisonnée avec la préservation des forêts de tapis, tout en faisant en sorte de développer des activités économiques génératrices de revenus qui dépendent de ces ressources naturelles-là et qui incitent les communautés à préserver et à gérer durablement ces forêts. J'enchaîne avec une autre question qui concernait les aspects logistiques. Est-ce que la population est ou sera autonome sur tout ce qui est logistique, matériel, technique? Est-ce que s'il y a besoin de faire des travaux de réparation, les personnes sont aidées pour pérenniser ce travail? Alors, je pense notamment au volet apiculture et au volet soie sauvage, puisque ce sont des pans du projet où on aide les personnes avec lesquelles on travaille en termes d'équipement. Est-ce que Thierry, tu as quelques commentaires là-dessus? En fait, je pense que ça a un lien avec une des questions sur la pérennité, la durabilité de ce que nous, on initie sur Arrivement. En fait, sur l'apiculture, par exemple, on a introduit les ruches peuplées, mais on a également assuré la formation des membres sur la conduite de l'élevage. Et c'est prévu que nous, on les forme également sur la confection des ruches. Donc, à la fin de l'intervention, normalement, l'apiculteur, il aura les compétences techniques pour la conduite de l'élevage et les compétences techniques pour avoir à disposition les équipements nécessaires pour développer son activité. Mais sinon, si tu permets, Valentin, je vais essayer de répondre à la question sur la durabilité, pérennité. Donc, là, comme j'ai dit tout au début, on travaille en collaboration avec l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées. Donc, tout ce qu'on met en œuvre, l'administration forestière qui normalement sera là tout le temps, et les collectivités territoriales décentralisées, eux, ils peuvent prendre le relais quand le projet s'arrête. Mais sinon, donc, ce que j'ai omis d'expliquer tout au long de la présentation, c'est que sur Arrivement, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle policinal. C'est les polices des forêts, si on essaie de traduire littéralement. C'est une structure au niveau des villages. C'est un démembrement de l'administration forestière, du cantonnement forestier, mais ces personnes-là sont en charge de faire des sensibilisations sur la plantation et de faire des sensibilisations sur l'entretien des plantations et de suivre l'exploitation des arbres. Normalement, toute exploitation, si les personnes veulent couper des arbres, ils doivent avoir le visa des policinales avant de pouvoir le faire. Donc, quelque part, on essaie déjà de mettre en place les bases organisationnelles pour assurer la poursuite des activités initiées à la fin de l'intervention de Planète Urgence. Mais, comme j'ai expliqué avec l'apiculture également, c'est que nous, on essaie de renforcer aussi bien techniquement qu'organisationnellement nos partenaires, nos membres de VUI partenaires. Donc, il y a des formations que nous, en tant qu'équipe de Planète Urgence, on dispense directement, mais il y a des formations que nous, on dispense en collaboration avec l'administration forestière.
par exemple, sur comment maîtriser les feux de brousse, comment assurer l'entretien des bois, parce qu'il ne suffit pas de planter des arbres. Ça aussi, j'avais oublié d'expliquer, c'est que au niveau de Planète Urgence, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, on a planté 22 000 arbres en 2019, mais sur ces 22 000 arbres, il y aura une perte en début d'année 2020-2021. Donc, on prévoit de remplacer ces plants qui sont perdus. Et ce n'est pas seulement Planète Urgence. Chaque année, on met en place des réunions de bilan de campagne et c'est les membres des VOI eux-mêmes qui prennent l'initiative pour dire que l'année dernière, par exemple, on a planté du tapia avec la fondation Telma et eux, ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup de jeunes plants qui ont été perdus. Donc, d'eux-mêmes, ils ont demandé, on veut avoir beaucoup de tapis en plus de ce qu'on avait commandé pour regarnir les manquants. Je ne sais pas si ça pourrait répondre à la question. Si, merci Thierry, je pense que c'était déjà très complet. Il est maintenant midi ici à Paris. Je pense qu'on va pas tarder à se quitter. J'ai juste vu rapidement alors, une question très rapide sur la possibilité ou non d'un soutien de volontaires de PU pour entretenir les forêts de tapis, éliminer les jeunes pousses, etc. En fait, c'est plutôt les actions mises en œuvre dans ce projet directement avec les communautés ont plutôt vocation à continuer à l'être par elles, parce que c'est ces personnes-là dont on renforce les capacités, c'est eux qui habitent sur place, c'est eux qui ont en charge la gestion de ces forêts. L'idée, c'est de renforcer les capacités locales, donc on ne pourrait pas, je pense, avoir le soutien direct de volontaires pour les activités de plantation, d'entretien, etc. En revanche, on peut tout à fait imaginer l'appui de volontaires Planète Urgence sur d'autres questions, d'autres formes de renforcement de capacités, sur des volets organisationnels, par exemple. Il y a déjà beaucoup de missions qui existent à Madagascar. On nous demande aussi combien de personnes travaillent avec Thierry dans le projet. Donc, l'équipe de Thierry, vous êtes à peu près 5 personnes si je compte le chef de projet. Il y a aussi les partenaires, le reste de l'équipe à Madagascar aussi. On a toute une équipe administrative, financière. Ouais. Et moi, j'appuie Thierry comme modestement depuis Paris. On nous demandait aussi quelques questions sur des zones où ça pourrait être, pour savoir si le tapis pourrait être planté. Est-ce qu'il peut être planté dans le Grand Sud, précisément dans la région de Androy? Et est-ce qu'il peut être planté à Nosy? Je ne sais pas si Thierry, en quelques secondes, si tu veux faire un commentaire. Je sais que le tapis est vraiment dans certaines zones très particulières de Madagascar. Oui, en fait, j'ai essayé. Hein. Il y a, comme j'ai dit tout au début, il y a 4 zones sur Madagascar où ça pousse. En fait, les arbres, ça pousse un peu partout. Mais vraiment, les forêts, il n'y a que 4 zones sur Arivumam, Imamu, du côté de Amurumani, le col de tapis, entre Antirabé et Amboustre, à côté d'Ambat Finanjan, et sur Issal, les récifs de l'Issal, là, le western malgache. Mais concrètement, sur Androuille, je ne pense pas que ça pousse. Hein. Sur Amboustre, il y a la précipitation est plus importante que sur Arivumam, mais Androuille, c'est vraiment sec. Hein. Je ne pense pas que ça va pousser là-bas. Ok, merci beaucoup Thierry. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci aussi pour vos questions. On va maintenant s'arrêter là. Merci à mes collègues aussi qui nous ont aidés à préparer ce live. On va essayer de le poster sur notre chaîne très rapidement. Et puis, on reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi continuer de nous contacter et les collègues pourront nous transmettre. Thierry et moi, on sera ravis de vous donner plus de détails si nécessaire. En vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.